et sous toutes les latitudes. Ils ont pris 3 ou 4 mesures très simples. Très simples. Mandat impératif. Un élu est élu pour faire ce pourquoi il a été élu. S'il fait autre chose, il est révoqué. Voilà. Et il est révoqué par qui? Par ceux qui l'ont élu. Voilà, dans les assemblées primaires. Je vais revenir. Oui, mais pourquoi? Mais on fonctionne encore sur le système CIS. Je suis élu, je décide pour toi. Et toi, tu n'as rien à dire jusqu'aux prochaines élections. Ou à la limite, tu peux me dégommer. Mais d'une élection à l'autre, tu n'as rien à dire. C'est moi qui décide, pas toi. Est-ce que ça peut continuer à fonctionner longtemps? Bon. Mandat impératif. Ensuite, révocabilité des élus, je l'ai dit. Généralité de la révocation des élus. La déprofessionnalisation de la politique. Pourquoi un député, un sénateur serait député, sénateur pendant 30 ans, 40 ans, voilà, ou un conseiller municipal, ou un maire à vie, voilà, ou un député, ou tout ce que vous voudrez. Hein? Bon. Eh bien, instaurons le non-cumul des mandats, premièrement, et instaurons des mandats courts et non renouvelables. Alors, on peut aller jusqu'à un ou deux renouvellements. Bon, hein, peut-être, histoire de lancer la machine. Mais une fois que le peuple est formé politiquement au nouveau système, il n'y a aucune raison de maintenir des mandats renouvelables. Supprimons, objectif, les mandats renouvelables. D'accord? Un citoyen actif et informé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas avec les médias qu'on a? 9 milliardaires contrôlent tous les médias. Je ne les citerai pas, vous les avez tous en tête. Lagardère, Arnaud, Bouygues, voilà. Dassault, bien sûr. Dassault, ceux qui possèdent le Nouvel Observatoire. Voilà. Bon, bref. Vous avez compris que, voilà. Alors, qui va pouvoir croire encore longtemps que les médias français, et c'est pas que français, c'est le même phénomène partout, vous le savez bien, que les médias français sont honnêtes, je dirais même pas objectifs, honnêtes. Il suffit de regarder n'importe quel journal, à part quelques-uns, voilà, hein, je ne les cite pas, vous les avez tous en tête, il y en a encore quelques-uns quand même, ou une chaîne de télé, ou une radio. Hein, vous écoutez tous ces organismes, tous ces médias, mais c'est la pensée unique qui vous est, autrement dit, la pensée néolibérale. C'est la voix de son maître. Voilà, comme par hasard. Hein. Bon, on pourrait citer de multiples exemples. Hein. Bon, on le subit tous, donc j'y reviens pas. Donc un citoyen actif et informé, ça veut dire quoi? Socialisation de tous les médias. Socialisation de tous les médias avec un fonctionnement pluraliste. D'accord? Et puis, des associations de citoyens qui remplaceraient les partis politiques, qui, à mon avis, les partis politiques sont définitivement discrédités. On va employer le mot, discrédités. Bon, parce que, si vous voulez, ils se sont inscrits eux-mêmes dans le système de l'État. Voilà. Les syndicats aussi. Oui, quand je dis parti, effectivement, tu as raison, on pourrait dire aussi des organisations syndicales, malheureusement, où on se demande d'ailleurs quel est leur rôle. Oui, alors, il faut être prudent dans l'analyse, je suis d'accord avec toi, mais il faut bien reconnaître quand même que depuis 20 ou 30 ans, il me semble, hein, là je parle à titre personnel, hein, voilà, peut-être même avant, où certaines organisations, en tout cas syndicales, le premier de leur objectif, c'est de casser tout mouvement social qui pourrait devenir un petit peu trop contestataire et révolutionnaire. Voilà. Bon. Et pourquoi? Parce qu'ils sont intégrés dans un système. Ils sont intégrés dans un système, ils ont leur mandat depuis des années, ils sont financés par les organismes officiels. Dernier exemple en date, je suis obligé de le dire, sinon je ne serais pas objectif. Et pourtant, j'ai été longtemps un militant de la CGT. La CGT qui adhère à la CES, Confédération Européenne des Syndicats. Quelle erreur, si c'est une erreur. Si c'est une erreur. Quelle erreur, parce que ça les met pieds et poings liés dans un système européen néolibéral qui leur empêche définitivement toute autonomie d'action. Bon, donc je trouve que effectivement, j'aurais pu dire les syndicats aussi, d'ailleurs je le dis. Bon. Et donc, il faut remplacer tout ce système, si vous voulez. Alors il y a
Je finirai peut-être par là pour ne pas être trop long. Non, je dirais la troisième qui est importante. Bon, je vous renvoie à un monsieur qui s'appelle Anton Pankow, qui est un communiste, conseilliste, autogestionnaire, autogouvernement du peuple, libertaire. On va dire ça comme ça. Bien, il a une théorie, lui. Il dit, dans la phase montante du capitalisme, il est normal, dans la phase montante du capitalisme, ça veut dire que le capitalisme est encore capable de faire bénéficier le peuple d'un certain nombre d'avantages. Salaire, consommation, etc. Logement, éducation, bon. Hein, c'est le capitalisme qui correspond dans l'exemple français, on va dire, jusqu'en 1970. Voilà, hein, jusqu'en 1970, les Trente Glorieuses, etc. Bon, l'époque du CNR, l'Ancien National de Résistance, la sécurité sociale, les hauts salaires, l'absence de chômage ou presque, bref, la politique de logement, la santé. Bon, vous avez compris. Ça, c'est la phase ascendante, où là, vous avez des syndicats et des partis qui négocient avec le patronat, la bourgeoisie. C'est pas un gros mot, la bourgeoisie. Hein. C'est une classe sociale. Donc je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas bourgeoisie. Excusez-moi. Moi, j'utilise ce mot de façon tout à fait sociologique. Hein. Bon. Eh bien, c'était l'époque où les partis, les syndicats pouvaient discuter donc avec le patronat, la bourgeoisie, les détenteurs des moyens de production, parce qu'à la clé, il y avait des acquis. Mais en période de putréfaction du capitalisme, en période de régression du capitalisme, les partis et les syndicats n'ont plus rien à proposer aux salariés. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les bourgeoisies elles-mêmes n'ont plus rien à proposer. Alors ça là. Sinon le déclin total. Et on assiste à quoi aujourd'hui? Chômage de masse, remise en cause de tous les avantages, la santé, le code du travail, la détérioration de tout l'enseignement, les atteintes à tous les crédits publics concernant la recherche. Que sais-je? Tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut garder les mêmes structures ou il faut essayer d'en chercher de nouvelles? Et les nouvelles, c'est quoi? On ne va pas partir de zéro. On va essayer de s'inspirer de ce qu'ont fait nos ancêtres, qui remontent à très loin, vous avez vu. C'est-à-dire l'auto-organisation des salariés. Et l'auto-organisation des salariés, c'est quoi? C'est les conseils. Historiquement, il n'y a pas jusqu'à présent d'autres exemples. Dernier point, et j'arrête. Il faut redéfinir la carte politique et administrative de la France. Vous avez vu Clisthène, ce qu'il a fait dans l'Attique, j'y reviens pas, mais c'est pas la peine d'aller si loin. Regardez la France. Qu'est-ce qu'ont fait nos grands révolutionnaires? Ils ont revu la carte politique et administrative de la France. Ils ont transformé les paroisses en communes, en les regroupant. Ils ont transformé les bailliages en départements, en les regroupant. Il y avait 177 bailliages. Et il devait y avoir 90 ou 15 départements à l'époque. Bon. Et ils ont fait un État central. Ils ont remplacé la monarchie absolue. Je parle toujours 10 août 92, 9 termineur 94, par un État central. Il ne faut pas hésiter à le dire. Qui a été l'État qui a construit la France et la Première République? La Première République, c'est quand même septembre 92. C'est pas juillet 89. C'est septembre 92. Bon. Eh bien, refaisons la même chose. Parce que, d'ailleurs, vous savez pourquoi ils ont fait les départements? Quel était le critère du département? Pas plus d'une journée d'un cheval pour atteindre Voilà. le chef-lieu. Il ne fallait pas qu'il y ait plus d'une journée de cheval pour aller au chef-lieu, de n'importe quel point du dit département. Bien sûr. Tout à fait. C'est le contraire qu'on fait. Oui. Bon, mais alors attends, parce que là, on va peut-être pas être d'accord. Bon. Le problème, c'est que quand même, depuis 1789, il y a eu d'autres moyens de locomotion que le cheval. D'accord? Et le problème aussi, c'est qu'en 1789, 85 ou 10% de la population était rurale. Si vous prenez les chiffres d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans la même situation. Vous avez 80% de la population qui est urbaine
Et vous avez, c'est pas moi qui le dis, hein, ça aussi, c'est des chiffres, vous pouvez me faire confiance là-dessus, 27, sur le reste aussi, 27 000 communes ont moins de 1000 habitants, sur les 36 000. C'est-à-dire que nous avons autant de communes à nous tout seuls que toute l'Europe réunie. L'Europe des 26, hein, puisqu'il n'y a plus de 27. Bon. Est-ce que c'est raisonnable? Alors moi je propose, oui, c'est une proposition que moi je fais là, hein. Donc vous avez le droit de critiquer. Bon, moi je dis qu'avec les nouveaux moyens de communication et d'information, vous connaissez tous, bon, avec le niveau politique que nous avons acquis, avec, je dirais, l'expérience acquise quand même depuis, allez on va s'arrêter à 89, hein, pour pas aller plus loin. Bon. Il serait peut-être intéressant de revenir aux fameuses assemblées primaires, j'ai oublié de vous le dire. Pendant la Révolution française, toujours les fameux 10 août 92, 9 Thermidor 94, il faut que vous sachiez, mais vous le savez sûrement, il y avait des assemblées qu'on appelait des assemblées primaires en France. Vous en aviez une par canton. À l'époque, il y avait 2400 et quelques cantons. À quelques dizaines près, on doit être à peu près dans la même situation. Dans chaque canton, vous avez une assemblée primaire qui réunissait tous les citoyens masculins. Tous les citoyens, sans exception, à partir de 21 ans, je crois, à l'époque. Hein. La majorité était 21 ans ou 25 ans, je ne sais plus, peu importe, je crois que c'est 21 ans. Bon. Et ces assemblées populaires primaires élisaient les députés, mais aussi les conseillers, effectivement, de niveau inférieur, et ils discutaient sur un certain nombre de sujets politiques, éminemment politiques. Bon. Ça a existé. Donc moi je propose de les remettre au goût du jour. Donc je n'invente rien, je ne fais que revenir après tout à 1792-1794, sauf que je dis, au lieu d'en faire une par canton, puisque la population n'a pas la même répartition, on va faire des communes de 20 000 habitants. Voilà, c'est la masse critique. C'est la masse critique, 20 000 habitants. 50 000 c'est trop, 10 000 ça paraît un peu juste. Bon, on met à 20 000, ça peut être 15 000, ça peut être 25 000, ça peut être 10 000. Je ne discuterai pas là-dessus. Mais une masse critique. Une masse critique. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, communauté. Sauf que, c'est là que ça devient intéressant. Ces assemblées populaires, elles ont tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. C'est-à-dire que c'est elles qui déterminent les mandats. Et elles sont capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Nous sommes des citoyens. Nous savons ce que nous voulons. Bon, si on a des programmes de formation, si on a des médias qui font leur boulot, si on a la possibilité de consulter des experts, entre guillemets, vous connaissez la formule de Clémenceau, hein? La guerre est une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires. Bon, donc il faut se méfier des experts. Mais pourquoi pas? Il y a des gens intelligents, formés, spécialisés, qui peuvent être utiles, très bien. Bon, on sait faire tout ça. On sait faire des ateliers dans des assemblées. On sait faire tout ça. Les conférences de citoyens, on sait faire. Les conférences de consensus, on sait faire. Bon, donc le citoyen moyen, entre guillemets, pour moi, il est absolument capable de se déterminer sur des questions très complexes, à partir du moment où on lui en donne les moyens, l'information et la formation. Donc ce sont ces assemblées primaires qui voteraient les mandats, et c'est sur la base de ces mandats que les élus seraient élus. Mandat impératif. Ça, c'est au niveau des 4-5 000. Bon, moi je dis 3 000. Ça peut être 4 000, ça peut être 5 000, ça peut être 6 000. On s'en fout. La discussion est ouverte. Mais c'est eux qui ont le pouvoir. Ce sont ces assemblées primaires-là. Après, vous avez les départements. Moi, je propose la suppression des régions. Que les régions ne servent à rien. Par contre, le niveau qui me paraît fondamental, proche des administrés, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, nous sommes des administrateurs. Nous ne sommes pas que des administrés. D'accord? Bien. Nous sommes des salariés, mais nous sommes des coopérateurs. Nous sommes des producteurs. Nous ne sommes pas que des exécutants. D'accord? Bon, c'est très important ça. Administrer, c'est
très péjoratif pour moi. Et ce n'est pas un hasard. La terminologie n'est jamais innocente, hein, dites-le vous bien. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire les départements, suffrage indirect. C'est-à-dire que ce sont les assemblées primaires qui envoient au département, carte qui peut être revue et corrigée, d'accord, en fonction des populations, tout ça. Bon, ça mériterait. Pourquoi la Lozère à 15 000 ou 20 000, combien 50 000 habitants maximum, je ne sais pas. Alors que vous avez des départements qui font plus de 2 millions d'habitants. Bon, vous voyez bien qu'il y a quelque chose à refaire là. De toute façon, ça ne peut plus continuer comme ça très très longtemps. Ça se fera, ou par la droite, ou par la gauche. Mais ça se fera malheureusement. Hein, faut être conscient de ça. Bon, suffrage indirect, mandat impératif. Ok, vous vous occupez des affaires du département, mais sur la base des mandats fixés par les assemblées primaires populaires. Même chose au Conseil national. Suffrage indirect à partir des départements. Mandat impératif. Voilà. Et la nouvelle Constitution, alors là, on peut s'inspirer de la 4e République, de la 5e République, des constitutions étrangères, pas de problème, qui donne une compétence au Conseil national, une compétence aux conseils départementaux et une compétence aux assemblées primaires populaires communales. Voilà. Et chacun doit respecter cette Constitution. Et les élus doivent respecter leur mandat. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est un système qui a déjà fonctionné, figurez-vous. La Commune de Paris. La Commune de Paris avait un système fédéraliste, au bon sens du terme, hein, pas au sens girondin, d'accord, au sens communard. Bon. Eh bien, ils ont fonctionné, alors, certes, 2 mois et demi, mais ils ont fonctionné comme ça, et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. La seule erreur de la Commune de Paris, ça a été de ne pas toucher à la Banque de France. C'est ce que j'allais dire. Ils ont prélevé 25 millions de francs or. Versailles, pendant ce temps, avec le sinistre tiers, en a prélevé 250. Vous voyez? Donc s'ils avaient voulu, ils auraient pu subvertir la totalité du pays s'ils avaient eu un minimum d'analyse politique. Mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Ils sont montés à l'assaut du ciel, comme disait Marx. Gloire à eux. Mais voyez que parfois la formation politique, c'est important. Bon, voilà. Je vous ferai pour finir quatre éléments de conclusion. 1. La démocratie salariale directe est désormais possible. J'attends quelqu'un qui puisse venir me démontrer le contraire. Honnêtement. La discussion est toujours ouverte, hein, bien évidemment. Il faut supprimer le système représentatif. Voilà, hein, je vous ai dit, le peuple en a le niveau et l'organisation nécessaire. Deuxièmement, il faut que les mouvements sociaux de ces dernières années, 95, 2009, 2016, on espère celui qui arrive, ont mis en évidence, là on ne sera peut-être pas en accord, la profonde division qu'il y a au niveau des organisations populaires entre les appareils, qu'ils soient politiques ou syndicaux, et la base, entre guillemets. Je dirais entre le salariat. Voilà. Hein, bon. Et je crois qu'il faut qu'on commence à s'inquiéter de ça et à essayer de l'expliquer. Et je dis que pour régler ce problème, 4 mesures organisationnelles sont à prendre. Je vous les ai déjà dites. Mandat impératif pour les élus et leur révocabilité, déprofessionnalisation des directions syndicales et politiques par la suppression des permanents à vie. D'accord? Bon, il faut arrêter ça, parce qu'on voit où ça nous mène. Ça nous mène directement à la bureaucratisation. D'accord? Ensuite, prévoir des modalités de lutte en y incluant l'occupation du terrain de travail, parce que c'est là que les choses se font. C'est là que les choses se font. Tant qu'on n'aura pas occupé, si vous voulez, là où la vie se fait, c'est-à-dire le travail, l'entreprise, le service, tous les lieux de travail, et qu'on ne les aura pas mis en marche au seul bénéfice des salariés, nous ne vaincrons pas ce régime représentatif
capitaliste. C'est-à-dire qu'il faut que les salariés travaillent pour leur propre compte et qu'ils commencent à s'auto-gouverner, et non plus à se laisser dicter des décisions par des appareils, quels qu'ils soient. Et ne plus séparer, tu l'as dit tout à l'heure, ne plus séparer action syndicale et action politique. Bon, ça vous rappelle rien, ça? C'est le fonctionnement de la CGT entre 1895, date de sa création, et 1912-13, juste avant la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on appelait l'action directe. C'est la CGT anarcho-syndicaliste, entre guillemets. Bon, parce que, si vous voulez, il y aurait des analyses à faire là-dessus, et il faudrait qu'on remette au goût du jour un certain nombre de choses. Mais l'action directe, ça me paraît être effectivement à l'ordre du jour. On ne peut pas se contenter de dire le syndicat s'occupe de faire augmenter les salaires, les congés payés, c'est important, hein, on ne discute pas. Et puis, si on veut aller plus loin, c'est les partis politiques. Bon, cette séparation des tâches-là, à mon avis, elle est terminée. Un cycle est terminé. Il va falloir qu'on réfléchisse à unir un petit peu ces deux actions. Troisième point, l'internationalisation de la lutte. Parce que vous avez bien compris qu'à chaque fois que vous demandez à une multinationale ou une entreprise relativement importante, pas les PME, pas les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, pas les petites entreprises, les petits artisans, les petits commerçants, qui n'en peuvent mais, hein, on va dire, bon, on ne va pas les plaindre, mais c'est pas le même niveau quand même qu'un Bernard Arnault, d'accord? Bon. Qu'est-ce qu'ils font quand les salariés revendiquent? Ils délocalisent. Bon. Donc c'est là qu'on voit que le salariat international a besoin d'une structure de lutte internationale. Voilà, je ne suis pas le seul à le dire. Vous le savez bien. Samir Amin, notamment, est un de ceux qui proposent la mise en place d'une 5e internationale. Bon, il y en a eu déjà 4, vous le savez. La première créée par Marx, qui a fini dans un conflit bakounинiste marxiste. La deuxième qui a sombré dans le réformisme avec la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Hein. Chacun a défendu sa bourgeoisie. La troisième, elle s'est abîmée dans le stalinisme, malheureusement. Et la quatrième, trotskiste, n'a pas donné des résultats transcendants non plus. Okay, donc c'est bien une 5e internationale, peu importe le chiffre. Mais cette 5e internationale devra tirer les conclusions, naturellement, de toutes celles qui l'ont précédée. On est bien d'accord. Et puis, dernier point, j'en finis là, c'est que le salariat doit capitaliser ses expériences. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Hannah Arendt. C'est pas ma tasse de thé. Hein. Elle est intéressante, hein. Mais c'est pas ma tasse de thé. Hein. Moi, je n'oublie pas que, quand même, elle a été la compagne, hein, parce que moi, je n'attaque pas sur des problèmes personnels. Bon, mais elle a quand même été la compagne du plus fasciste des philosophes. C'est pas moi qui le dis, ça. Hein. C'est Dominique Pagani. Hein. Si un jour vous avez vous faites Dominique Pagani vidéo. Très bien. C'est un philosophe. Vraiment un grand monsieur. Grand monsieur. Écoutez ce qu'il dit là-dessus. C'est imparable. Vous verrez, c'est imparable. En plus, il connaît son truc. Hein. C'est un philosophe. Hein. Bon. Et ce que je ne lui pardonne pas non plus, c'est d'avoir banalisé ce qui s'est passé pendant le nazisme. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est elle qui était l'envoyée spéciale de je ne sais plus quel journal pendant le procès Eichmann. Elle a complètement banalisé le truc. Et c'est celle qui a permis qu'on mette dans le même sac nazisme et communisme. Sous le terme totalitarisme. Bon, ça je ne lui pardonne pas. Mais, comme quoi, vous voyez, parfois il faut savoir lire jusqu'au bout un auteur. Hannah Arendt, c'est quand même quelqu'un aussi qui a été capable de travailler sur les conseils et qui a dit c'est bien dommage que tous les mouvements ouvriers et politiques depuis, allez, on va dire 150 ans,
n'ait pas été capable de capitaliser toutes les expériences qu'il a connues. Et notamment celle des conseils. Parce qu'il n'est pas normal, dit-elle, que cette expérience des conseils qu'on a vue à la Commune de Paris, en Russie, en Allemagne, en Hongrie, etc., tombe dans l'oubli. Qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un conseil? À part les initiés, dont vous faites partie. Vous posez la question dans la rue, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot conseil? Vous serez surpris. Vous serez surpris des réponses. Personne ne vous parlera des conseils en Russie, ou des conseils en Allemagne, ou des conseils en Catalogne, ou des conseils aujourd'hui au Chiapas. Bon. Eh bien, je trouve qu'elle a parfaitement raison de dire qu'il faut qu'effectivement, les mouvements contestataires, on va dire ça comme ça, révolutionnaires, aujourd'hui, doivent savoir capitaliser ce qui a été fait dans un temps passé. Voilà. Et oublier un petit peu, tout en les critiquant, ce que notre ami regretté Daniel Ben Saïd, vous savez, c'était un grand monsieur, ça aussi, Daniel Ben Saïd. Bon, vous connaissez son histoire politique, etc., j'insiste pas. Il a qualifié les systèmes socialistes à l'Est. Tout n'est pas à mettre à la poubelle. Hein. C'est pas moi qui vous dirai ça. Mais il faut quand même faire une analyse de tout ça. Et lui, il appelait ce système-là le socialisme réellement inexistant. Petite rigolade au passage. Bon, mais il avait quand même une analyse de tout ça, naturellement. Il ne faut pas se tromper. Bon. Eh bien, je crois qu'effectivement, le cycle du socialisme d'État est terminé. Le cycle du socialisme partidaire est terminé. Et que nous abordons un autre cycle qui est effectivement le cycle du socialisme auto-organisé, auto-gouverné, par le salariat lui-même, avec les conseils, avec tous les instruments juridiques, si vous voulez, qu'on a vus, et qu'on est tout à fait capable de mettre en place. Voilà. Et je pense que la situation politique, idéologique, économique est mûre pour un communisme libertaire, pour un communisme d'auto-organisation du salariat. Voilà. Je pense que c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il faut que la réflexion se fasse. Et elle commence à se faire. Timidement, mais elle commence à se faire. Et je pense que c'est par ce moyen-là qu'on tiendra le bon bout. Ni substitutisme, à la Lénine, l'avant-garde éclairée, encore que Lénine disait une avant-garde de marcher un pas devant, mais pas 3 pas devant. Si elle n'est pas suivie par la masse, ça ne marchera pas. Ça, c'est toujours valable. Bon. Mais après, ça a dégénéré un petit peu quand même, après Lénine. C'est-à-dire après 1922, pas 24, parce qu'il était bien malade dès 1922. Et vous savez comment ça s'est terminé. Ni spontanéisme quasi-mystique. Rosa Luxembourg. Voilà. Parce que le spontanéisme total, si vous voulez, ça mène à la Commune de Paris à sa répression. Voilà. Donc, c'est compliqué, la politique. Il faut à la fois se garder du substitutisme intégral, il faut une avant-garde au peuple, qui n'est capable de rien, ou presque. Ou dire, non, le peuple est capable de tout seul, comme un grand, sans être, je dirais, conseillé, sans être effectivement pédagogiquement formé. Voilà. Ça, c'est notre responsabilité. La formation pédagogique et politique et idéologique des peuples. Voilà. Mais les révolutionnaires, tout seuls, ne sont rien et ne donneront jamais rien. S'ils ne savent pas gagner le peuple. Et c'est ça qui est devant nous. Je m'arrêterai là.